Bonsoir. Bienvenue au château de Bazoches, au cœur du Morvan, qui fut la propriété de l'une des figures les plus passionnantes de l'histoire de France, dont le nom est connu dans le monde entier, Vauban. Sous Louis XIV, peu d'hommes sont autorisés à s'adresser au roi en toute franchise. Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, est de ceux-là. Et bien souvent, il ne mâche pas ses mots. Il faut dire que le roi lui doit sa gloire militaire et qu'avec sa large trogne de paysans, Vauban n'a rien du petit marquis à talons rouges. Surnommé à la cour le preneur de ville, cet homme d'origine modeste n'a pas son pareil en Europe pour s'emparer en quelques jours de la plus inexpugnable des citadelles. Ingénieur, architecte, urbaniste, hydraulicien, économiste et stratège, Vauban est un technicien hors pair, un touche-à-tout de génie qu'on a parfois comparé à Léonard de Vinci. Humaniste en un siècle qui en compte peu, il a pour principale priorité d'économiser le sang des hommes, ce qui ne l'empêche pas d'entretenir une maîtresse dans chaque forteresse ou presque, laissant derrière lui autant d'enfants naturels. Louis XIV lui doit la fameuse ceinture de fer, chapelet d'une centaine de places fortes spectaculaires sur le pourtour du pays. Grâce à ce système savant et adapté au terrain, Vauban transforme la France en précaré, fixant nos frontières naturelles et protégeant la France des invasions pour une bonne centaine d'années. Mais la vie de Vauban ne se limite pas à la guerre, sillonnant le pays en tous sens pendant plus de 50 ans, au point de parcourir plus de 3000 km par an. Vauban est l'un des Français qui connaît le mieux les problèmes du royaume. Avec les années, ce passionné du bien commun n'hésite plus à faire remonter au roi ses impressions sur le traitement cruel réservé aux protestants, la question du cochon dans les campagnes ou la réforme des impôts à travers son projet de dîme royale payée par tous, ancêtre de notre impôt sur le revenu. Une franchise unique en son genre qui fait de lui la mauvaise conscience de Louis XIV. Mais n'anticipons pas. En ces années 1660, le siège des villes par Monsieur de Vauban, comme on l'appelle, est un spectacle dont se délecte le roi Soleil aux fêtes de sa gloire. Et lorsque vient l'été, la saison de la guerre, il n'hésite pas à conduire les dames de la cour en Hollande ou dans les Flandres, à l'heure où l'on creuse la tranchée. Alors, dans l'attaque d'un siège, on installe le camp avec des tentes, avec la tente du roi, qui est évidemment la plus magnifique. Mais à distance, depuis une position surélevée, de façon à avoir un point de vue le plus large possible sur la disposition des troupes et des régiments. De même qu'il y a des ballets de cour, un siège, c'est un ballet de guerre. Et Louis XIV tient aussi, vis-à-vis des femmes de la cour, à montrer son rôle de chef de guerre. Assister à la prise d'une ville, c'est un spectacle extrêmement bruyant. Il y a évidemment des coups de canon, des coups de mousquet, une odeur de poudre extrêmement forte, de la fumée, du feu. C'est une scène d'action trépidante à suivre. Alors Vauban, évidemment, c'est le maître du siège. Le maître officiel, c'est Louis XIV, mais le véritable ordonnateur du siège, c'est Vauban. Donc c'est celui qui est capable de prendre une ville, d'assurer dans un minimum de temps le succès. Il a cette réputation. Saint-Terrien, un homme carré, solide, rude. Un visage assez rustre, peut-être un peu dur parfois. Puis il y a cette cicatrice-là, sous l'œil, qui est une balle de mousquet qui est passée tout près. Il a reçu d'ailleurs quantité de blessures, 12 ou 13 au moins. Le regard de Vauban est quelque chose qu'on n'oublie pas. Je pense à quelque chose de léonin, de quelque chose un peu le sanglier, très dur, très ferme, très froid. Mais autant il est dur d'apparence, autant c'est un homme qui a le cœur sur la main. Aux yeux de l'ingénieur militaire, l'art du siège est une science exacte. Du coup d'envoi à la reddition de la place, il connaît les troupes engagées, le nombre de jours à prévoir, les coups de canon qu'il faudra tirer. Objectif du stratège, atteindre le rempart ennemi en creusant des tranchées.
Il n'y a pas d'improvisation. Vauban va expliquer aux uns et aux autres, aux femmes aussi, ce qui va se produire le lendemain ou ce qui vient de se faire le jour même. C'est vraiment le chef d'orchestre qui veille à tout, qui donne également le tempo du siège. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'il y a une répartition des tâches entre le jour et la nuit. Et donc, les attaques sont minutées, on pourrait presque dire. Et puis, on regarde, enfin, le roi, l'œil du roi, regarde que tout fonctionne, tout est bien, justement pour ce grand théâtre de la guerre. Le siège fourmille évidemment d'hommes, de soldats, de paysans qui sont souvent engagés d'ailleurs pour faire les terrassements. Chacun a une tâche extrêmement précise. On creuse une tranchée dont la terre enlevée sert à faire des parapets. On voit des soldats qui remuent la terre, qui portent des fascines, c'est-à-dire des fagots, qui portent des gabions aussi, ce sont des grands sacs qu'on va remplir de sable et de terre pour recevoir les balles ou protéger des pièces d'artillerie. Vauban dit que la sueur épargne le sang, et on peut éprouver cette phrase et sa force lors des sièges que Vauban mène. Il fera tout pour protéger la vie des hommes. Les tranchées sont creusées de nuit et le jour, l'artillerie pilonne la place assiégée. On entend des explosions, coups de canon, tirs de mousquets, on ne sait pas très bien où ça se passe, on voit de la fumée. Vauban se rend souvent dans la tranchée, mais lui-même va voir comment la tranchée avance. Il a sa cuirasse et son pot en tête, c'est-à-dire que pour éviter de se prendre des balles, des éclats, etc., et il s'expose. D'ailleurs, le roi n'arrête pas à lui dire « Vous vous exposez trop, on a besoin de vous, ne vous faites pas tuer bêtement ». Et il peut donner des ordres extrêmement précis pour que, justement, tout se passe de manière ordonnée. Vauban a toujours été à la fois très proche de ces hommes, mais aussi terriblement exigeant. C'est l'ordre. Pour Vauban, l'ordre avant toute chose. Il ne revient vers le roi que pour lui dire « Nous avons atteint tel point », que pour lui dire « J'ai pris tel bastion ». Et il lui donne les informations nécessaires, attend parfois des ordres, mais pas toujours, et défend toujours sa position. Alors même que d'autres officiers, maréchaux présents, peuvent donner un avis contraire. Il a beaucoup de franc-parler, beaucoup de franchise. C'est un homme de la raison. Et d'ailleurs, Louis XIV le dit à Vauban, dites-moi vraiment franchement ce que vous en pensez. Et ça aussi, c'est tout à fait étonnant. Par rapport à cette cour fardée, un peu hypocrite finalement, où ce qu'on dit au roi est toujours commandé par les réactions qu'on attend du roi, Louis XIV sait que Vauban parle directement, parle franchement, y compris des choses qui fâchent, des sujets qui fâchent. Il peut y avoir une discussion, le roi va dire « mais le maréchal de me recommande de faire ça ». Et Vauban va lui dire « non, si vous faites ça, vous allez exploser, on n'y arrivera pas, il va y avoir une contre-attaque ici, moi je propose de faire ça ». Et à chaque siège, Vauban défend son point de vue. Son point de vue, c'est il vaut mieux attendre pour sauver des hommes plutôt que d'attaquer trop vite. Voilà, par exemple. Et généralement, l'avis de Vauban est quasiment toujours suivi. À chaque fois, il y a des liens qui se tissent entre eux. Presque une amitié va naître, en dépit évidemment des différences sociales considérables. Il aime bien Vauban. Au bout d'une quinzaine de jours, le travail d'approche de Monsieur de Vauban s'achève. Désormais, l'heure est au coup d'envoi du dernier acte de la pièce. Celui qui va donner le top de l'assaut, c'est Vauban. Quand il a bien vérifié que ses canons sont en place, que les hommes sont prêts dans les tranchées, qu'il n'y a plus qu'à donner l'ordre et que, en face, l'adversaire a pratiquement déserté ses remparts sous le feu des canons. Que l'on a pu mettre des mines et qu'on va faire sauter aussi une partie de la muraille. À ce moment-là, il vient dire au roi, c'est prêt, on peut y aller. Et à ce moment-là, l'assaut est du ressort des maréchaux. Attaque qui va être amenée par les gendarmes de la maison du roi et les mousquetaires. Jamais une ville ne résiste jusqu'au bout, c'est extrêmement rare. Quand on voit que c'est fini, on s'est bien battu, l'honneur est sauf, on échange les otages, on fait donner la chamade qui est ce roulement de tambour qui signifie qu'on est prêt à négocier et à rendre la place. Et il assure un final qui est une apothéose, donc qui peut être apprécié, applaudi
par les spectateurs, que sont les courtisans et le roi, mais aussi les ennemis. Ville assiégée par Vauban, ville prise. Une fois de plus, évidemment, le dicton a fonctionné. Mais il demeure que c'est le grand spectacle du roi. Et c'est ça qui plaît aussi au roi, puisque le roi en tire sa gloire. Le château de Bazoches est la passion de Monsieur de Vauban, au point qu'il n'hésite pas à l'appeler dans sa correspondance « mon chez-moi ». Aujourd'hui encore, le château est la propriété de ses héritiers, la famille de Sigalas, qui se bat pour le restaurer et pour l'ouvrir au public. Situé au cœur du Morvan, à seulement 9 km au sud de Vézelay, Bazoches est construit au bord d'une voie romaine, sur l'emplacement d'un ancien poste romain. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion y ont fait étape en partant pour la croisade, et son plan trapézoïdal, très caractéristique de l'architecture militaire du Moyen-Âge, témoigne de son origine féodale. Depuis son enfance, le jeune Sébastien, qui est né à Saint-Léger de Foucheray, à 30 km d'ici, a un rêve: racheter Bazoches, le beau château qui appartenait autrefois à son arrière-grand-père maternel. Ce n'est qu'en 1675, à 42 ans et au bout de 25 ans de service, qu'il y parvient. 2 ans plus tôt, il s'est emparé avec éclat de la place de Maastricht en Hollande. Pour le remercier de cette victoire obtenue en 13 jours seulement, Louis XIV lui offre une gratification de 80 000 livres, ce qui lui permet de devenir enfin le seigneur de Bazoches. Afin de moderniser le château, Vauban n'hésite pas à faire percer cette poterne, ce qui permet au carrosse de tourner plus facilement dans la cour. C'est lui également qui réaménage la façade intérieure dans un style dépouillé à son image, en veillant à ce que les fenêtres soient égales et bien proportionnées à l'ensemble. À Bazoches, Vauban installe bien sûr sa famille, en premier lieu son épouse Jeanne d'Aunay. Car dans le cœur de ce guerrier qui se rêve en gentilhomme campagnard, les femmes occupent une place privilégiée. Jeanne d'Aunay ne recherche pas la frivolité des toilettes. Elle reste très modeste dans sa mise et dans son comportement. En 45 ans de vie commune, ils ne se sont vus qu'à peu près 2 ans. Donc ils ne se sont pratiquement pas vus. Mariage qu'on pourrait qualifier de raison, je ne sais pas. Le fait est qu'ils vont parfaitement se partager les rôles. Et elle, qui sort d'un milieu totalement, je vais dire, agricole, lorsqu'elle gère le domaine de Bazoches, il n'y a pas un fermier, pas un métayer, pas un paysan qui puisse la voir sur quoi que ce soit. Elle sait tout aussi bien, voire mieux qu'eux. Et Vauban a trouvé en elle vraiment une sorte d'alter ego, qui lui permet d'être toujours le maître de ce lieu, même en son absence. Madame Vauban est aussi une mère de famille qui est près de ses filles, notamment de sa fille aînée. Et c'est certainement ce que Vauban apprécie aussi chez elle. Pour Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, racheter et agrandir Bazoches, le domaine de ses ancêtres, a un goût de revanche sociale. L'idée constante de Vauban et de son épouse, c'est que dès qu'il y a une terre qui touche la terre qu'il est possible d'acquérir, on l'acquiert et on consolide. C'est ce que les paysans appellent faire le pré carré, c'est-à-dire sur chaque côté du pré qui donne sur l'extérieur, si on peut acheter, on achète pour s'agrandir, et ensuite on achète encore. Et cet achat méthodique, progressif, pour constituer un domaine d'un seul tenant, c'est pour lui vraiment tenir son bien des 2 mains. C'est un mot qui revient très souvent dans la bouche de Vauban. Il a cette vision de ce royaume en réduction que constituerait finalement son domaine de Bazoches. Il veut vraiment constituer un petit ensemble appartenant à sa famille. Il y a un côté un peu dynastique qu'il veut créer. Son grand drame, c'est ne pas avoir eu d'enfant mâle. Il a perdu un fils à l'âge de 2 mois et il s'est très mal remis de ce drame. Et c'est peut-être un des aspects, je dirais, de cette tonalité un peu mélancolique qu'on retrouve tout au long de sa vie.
Vauban va rester silencieux sur ce drame de sa vie. Il ne veut pas s'appesantir, il n'en parlera pas, mais on peut largement supposer qu'il a été très affecté par ce décès. Voici le plan de Bazoches que souhaitait Vauban. D'abord, sur la façade orientale du château, on trouve tout le domaine forestier qui était constitué d'environ 1600 hectares de bois. Nous avons sur la façade occidentale du château les prés, les bois, les vignes, et puis les différentes fermes qu'appartenaient effectivement au domaine. Le domaine Rousseau, la ferme d'Écosse, qui constituait donc la totalité de ce qui appartenait donc quelque part au précaré de Vauban concernant donc Bazoches. Il souhaitait que le pain qu'il puisse manger soit celui qui soit issu de ses blés. Il souhaitait également que le vin qu'il puisse boire vienne de ses vignes. Vauban souhaitait avoir autour de lui tout ce qui pouvait le permettre de vivre quasiment en autarcie. Pour Vauban, tout doit être rentable, rien inutile. Donc si on a des forêts, il faut privilégier les futaies de manière à avoir des fûts que l'on pourra vendre, notamment pour la marine. Si on plante des arbres, ce seront plutôt des arbres fruitiers parce qu'ils rapporteront aussi. Vauban à Bazoches, c'est vraiment le châtelain dans ses terres. C'est-à-dire que c'est aussi le bienfaiteur. C'est quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un à qui on vient apporter des petits présents, il le dit d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui essaye de faire le bien autour de lui. Il va doter des jeunes femmes pour se marier, il va parrainer l'achat d'une cloche. Comme il a reçu de larges gratifications du roi, il en fait profiter à sa famille, et la famille vit un peu à ses crochets, il faut le dire, et puis aussi à des officiers pauvres qu'il a connus. C'est un homme bon avant tout. C'est un homme qui est soucieux des autres, de leur bien-être. Malgré un aspect un peu bourru, il y a un côté très, très humain chez lui qui mérite d'être souligné. La stratégie sociale de Vauban passe aussi par l'établissement de ses filles. Il marie Charlotte, l'aînée, avec un noble d'épée, le comte Jacques de Mégrini, son voisin au château d'Aunay. Un gentilhomme titré, neveu d'un de ses vieux compagnons d'armes. Je dirais que c'est un mariage entre soi, presque un mariage homogamique, comme on dit. Et donc, d'une certaine façon, c'est une sorte de première élévation sociale qui est tout à fait importante, de marier sa fille, finalement, à la bonne noblesse, mais qui est toujours la noblesse locale, une noblesse de proximité. Quelques années plus tard, Vauban donne toute la mesure de son ambition en mariant sa seconde fille, Jeanne-Françoise, au marquis de Valentinay, maître d'hôtel de la maison du roi, propriétaire du château d'Ussé, en Touraine. Jeanne-Françoise est mariée à l'âge de 12 ans. Vauban avait prévu 4 ans avant le mariage. Le contrat de mariage comporte, et ça c'est tout à fait extraordinaire, 80 signatures. Et des signatures de très haut rang. On trouve des ministres et on trouve Louis XIV lui-même. C'est-à-dire que, imaginez l'orgueil pour Vauban que représente la signature de Louis XIV en personne pour le mariage de sa seconde fille. Et donc, on voit le saut extraordinaire que franchit Vauban par ce second mariage. Ce mariage fait de Vauban une personnalité qui était célèbre par ses sièges, par son action, et qui devient maintenant positionné dans le milieu de la cour. Il devient quelqu'un d'audible, de quelqu'un de respecté, de quelqu'un dont on peut suivre les avis. Et vis-à-vis du roi, qui est quand même aussi tributaire des rapports avec la cour, ça conforte sa position. Le château d'Ussé a gardé le souvenir de Jeanne-Françoise et conserve dans sa partie privée un document étonnant qu'Alain Montferrand, président de l'association Vauban, recherche depuis des années. Pour Béatrix de Blacas, fille du propriétaire, aucun doute possible. Il s'agit d'un rare portrait de la seconde fille de Vauban. Voilà, le tableau, on en a tellement parlé. Donc c'est une surprise pour vous, Oui, Madame de Valentiner Vauban avec sa fille. oui, c'est un On la connaît très très bien. Oui, il y a incontestablement des ressemblances avec la sœur aînée, mais ça correspond tout à fait à l'ingénuité de Jeanne-Françoise, son côté prime sautier. C'est pas du tout un portrait posé, c'est vraiment, il y a le ruisseau, on est dans la verdure, c'est presque romantique. D'une femme jeune, parce qu'en fait, à cette époque-là, elle a quoi, 24 ans, 25 ans, Oui, à peu près. Donc elle est dans la prime jeunesse.
est encore pétillante, elle a envie de s'amuser. C'est pour ceci qu'elle découvre son pied, elle a envie de tenter l'eau fraîche. Donc plein de jeunesse, plein de fraîcheur. C'est la belle au bois dormant, quoi, qui vient et qu'on a avec sa fille, qui est dans le château de Ducé, qui est un château un peu merveilleux. 4 ans après le mariage de sa fille, Vauban découvre pour la première fois le château, au retour d'une mission en Bretagne. Dans le cadre majestueux de la vallée de l'Indre, il est impressionné par son architecture et par ses jardins. Il sait que son gendre et le père de son gendre veulent agrandir le domaine Ducé. Et Vauban, alors là, va faire œuvre d'architecture puisqu'il va dessiner une aile supplémentaire. Il va aussi faire un décor, il va faire une terrasse, il va même faire des faux bastions pour asseoir le caractère un peu militaire exceptionnel de la propriété. Monsieur de Valentiné-Ducé va recevoir un don de Lenôtre, le fameux jardinier paysagiste de Versailles, de 2 sarcophages égyptiens, ce qui est une rareté à l'époque. On ne sait pas comment il les a eus, mais en tout cas, il en fait don. Et donc, Vauban, lorsqu'il va créer l'aile supplémentaire, va également faire un décor avec une terrasse et il va agencer de quoi recevoir ces 2 sarcophages dans une sorte de niche pour mettre en valeur ces 2 sarcophages. Avec sa rigueur habituelle, Vauban ne néglige aucun détail pour satisfaire un gendre auquel il a fourni une dot de 100 000 livres. Mais en dépit de tous ses efforts, rien ne se passe comme prévu. Vauban a quand même été un peu déçu par cette relation, dans la mesure où son gendre n'a pas fait preuve de véritable réussite. D'ailleurs, même Vauban a dû les aider financièrement, il y a des problèmes. Dans le milieu de la cour, on joue, on dépense sans compter, et Vauban va n'avoir de cesse que d'essayer de réparer un certain nombre d'imprudences de son gendre. Surtout qu'il court les opéras, les cantatrices, et s'occupe assez peu de son épouse, ce qui met Vauban vraiment en colère. Il est inquiet pour elle. Il n'est pas sûr de son bonheur, et comme ils s'en sont responsables, il a toujours été anxieux de l'avoir peut-être sacrifié dans cette affaire. Mari dévoué, père attentionné, Vauban a tout du chef de famille modèle. Mais vous allez le voir, cela ne l'empêche pas d'entretenir aussi un jardin secret. Vauban, au fond, a eu une vie de marin. Parce qu'il était tout le temps parti, un peu comme un marin. Alors une femme dans chaque port, une femme dans chaque citadelle, sûrement pas. Mais comme il restait plusieurs mois parfois, quand il faisait une nouvelle citadelle, il est évident, car il était reçu par la meilleure société, il était tellement célèbre qu'on se battait pour l'avoir à son hôtel particulier. Pratiquement tous les soirs, Vauban est un homme libre. Il est en plus loin des intrigues de la cour, donc tout est possible pour des gens de qualité qu'il pourrait rencontrer. Vauban est sensible au charme féminin. On le sait parce qu'il fait des descriptions. Quand il y a une nouvelle princesse qui arrive, il la décrit, et si elle n'a pas de charme, il est assez impitoyable. Il a cette phrase étonnante que les petites femmes qui ont de la naissance et se savent jolies sont bien souvent juchées sur des échasses et pas toujours faciles à vivre. C'est un séducteur. Alors attention, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à séduire. C'est quelqu'un qui est tellement fort et tellement vrai que immédiatement il déclenche une relation, comment dire, les ondes passent. Comme il a en plus manifestement pas mal d'humour, ça doit permettre des relations qui s'établissent très vite. Vauban a l'occasion de rencontrer des femmes d'officiers. Si cette femme est veuve, il peut commencer une relation avec elle. On sent qu'il y a aussi un besoin de secourir. Et il a un certain nombre de femmes avec qui il entretient une liaison. La plus célèbre, c'est Angélique de Ferriol, qu'il connaît alors qu'il a 59 ans et qu'elle en a 19. Il en fait connaissance car elle est la fille du président de Tencin, qui est le président du Parlement de Grenoble. Il a sûrement été attiré par sa beauté, par sa vivacité, son intelligence. Et il va faire sa cour. Il espère que cette citadelle ne sera pas complètement imprenable. À Bazoches, la bibliothèque du château conserve un ensemble de lettres de Vauban, dont certaines témoignent de l'intérêt du maître des lieux pour celle qu'il surnomme
la belle Angélique. On remarque qu'il y a véritablement une passion pour Angélique de Ferriol, puisqu'il dit effectivement « Adieu ma belle et très chère Angélique, je vous aime parmi toutes les femmes ». Il y a dans l'écriture, on va dire, beaucoup de traits d'humour de la part de Vauban, notamment cette phrase « Tâchez de me faire savoir précisément le temps que vous partirez de Grenoble pour Paris, afin que si je puis être chez moi dans ce temps-là, comme j'en ai grande envie, je vous adresse embuscade sur le chemin de Paris et que je vous mène chez moi, vous reposer une huitaine de jours. » Voilà. Donc le terme, effectivement, je vous adresse embuscade. Voilà. On sent, c'est un peu la sémantique du stratège, la sémantique du tacticien. Et compte tenu du caractère de Vauban, on peut fortement penser qu'il est arrivé à ses fins et qu'il y a une véritable relation avec Angélique de Ferriol. Et puis, il y a quelque chose dont on est beaucoup plus sûr, car c'est quelque chose de notifié, de notarié. C'est son testament secret confié à son secrétaire Friant qui aurait dû le détruire et qui ne le détruit pas, et dans lequel Vauban reconnaît 5 enfants naturels de 5 femmes qui prétendent avoir eu un enfant de lui. Il sait pertinemment qu'il y a une chance sur X que ces enfants, s'ils existent, sont bel et bien de lui, mais dans le doute, il assure sa responsabilité et fait un legs à ces femmes pour assurer l'éducation de ses enfants. Il se met en accord avec sa conscience, vraisemblablement avec Dieu. C'est un catholique. Et il pense que c'est de son devoir, si une femme a eu un enfant de lui, de l'aider. Dans les salons de Bazoches, les descendants du maréchal de Vauban ont rassemblé une très belle collection de mobilier. Cabinet hollandais, secrétaire Louis XVI à panneaux de lac de Chine, fauteuil estampillé de Jacob ou d'Augustin Maton. Mais toutes ces splendeurs transmises de génération en génération ne doivent pas nous faire oublier que Vauban appartenait à la toute petite noblesse de province. Lors de l'acquisition du château, les Leprêtre, sa famille, ne sont nobles que depuis 3 générations. Au point que pour évoquer les origines du célèbre maréchal de Vauban, qu'il admire pourtant, le duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste de Versailles, ne dissimule pas son dédain. Petit gentilhomme de campagne tout au plus, rien de si court, de si nouveau, de si plat, de si mince. Cet escalier est tout à fait typique des forteresses de Vauban. Sur ce cadran solaire que vous apercevez dans cette cour d'honneur, on peut lire cette devise en latin « Bellicae virtutis premium », ce qui signifie le fruit de la vertu guerrière. C'est la devise de l'ordre de Saint-Louis, une récompense militaire instituée par Louis XIV à la demande de Vauban et qui préfigure en quelque sorte notre Légion d'honneur. Mais c'est aussi une manière pour Vauban de souligner que s'il a gagné Bazoches, c'est grâce à son talent. Dans ce siècle de Louis XIV qui se montre parfois si rude, Vauban est donc un homme qui se fait tout seul et qui peut compter sur la chance. Je vous propose de revenir pas à pas sur cette ascension sociale exceptionnelle, au temps où le maréchal de Vauban s'appelait simplement Sébastien le Prêtre. Installés dans le village de Saint-Léger de Foucheray, à la lisière nord du Morvan, les parents du futur Vauban, Urbain et Aimé le Prêtre, ne roulent pas sur l'or. En cette année 1633, ils sont hébergés par des cousins au château de Ruère. La noblesse s'entraidait énormément et donc les moins fortunés pouvaient trouver asile dans d'autres châteaux, moyennant travail ou échange de services. Et c'est comme ça que la famille de Vauban a habité Ruère. Nous sommes ici dans le salon, c'est la plus belle pièce du manoir. Elle a encore son plafond à la française, ses tapis, ses tapisseries, comme au XVIIe siècle. On peut imaginer que Aimée de Carmignol, la mère de Vauban, a accouché entourée par les femmes de la famille. Ses sœurs, peut-être, ses cousines, c'était pas l'affaire des hommes. Les hommes étaient à côté, dans une autre pièce, et attendaient l'heureux dénouement.
Vauban était un enfant vigoureux, donc on peut penser que c'est un beau bébé. Et il aura ensuite, plus tard, une sœur. C'est dans le cadre grandiose et sauvage du massif du Morvan que se déroulent les premières années du jeune Sébastien. Il connaît parfaitement tous les environs, tous les chemins creux et ruisseaux. Et il a dû faire comme tous les enfants de son âge à l'époque, aller pêcher la truite dans le Trinclin qui est juste à côté. Il a une vie qui est tournée vers la nature, surtout qu'il doit accompagner son père dans tous les châteaux lorsqu'il se déplace pour entretenir les parcs et les jardins et ses arbres fruitiers. À l'époque, Urbain se déplaçait dans toutes les familles nobles de la région pour greffer leurs arbres fruitiers. Il n'est pas soldat comme pouvait être la majorité des nobles, mais néanmoins, il fait un travail en relation avec la terre qui est très utile. Les arbres fruitiers greffés par Vauban, on les appelait des Vaubans. Et ces arbres ont perduré au cours des décennies et des siècles qui ont suivi. Ce père qui lui montre la nature a certainement été un bon guide aussi pour lui. Vauban a toujours été sensible aussi à cet aspect-là, c'est-à-dire arriver à dépasser la nature par une capacité technique, une innovation. Pour Sébastien, le centre du monde se trouve à une trentaine de kilomètres de Saint-Léger. C'est le château de Vauban, fief de la famille depuis le milieu du XVIe siècle, où réside son grand-père et dont a hérité l'un de ses oncles. Il venait voir ses cousins, il venait voir son grand-père. C'était beaucoup plus boisé à l'époque, etc. Mais tout le monde dit que le château a une âme. Et peut-être est-ce que Vauban le comprenait aussi? Dans son enfance, comme encore à ma génération, avant le mois de juillet, on ramasse les escargots, on pose des collets pour essayer d'attraper des lapins, on prend jamais rien, mais enfin ça fait rien. On ramasse des noix, puisqu'il reste encore le moulin à huile qui était actionné par un âne. Les petits nobles travaillent comme les paysans. Ils ont juste une maison un peu plus belle, un territoire plus grand, plus vaste, mais c'est tout. Ils ont un même mode de vie. Vauban ne sera un meneur d'hommes que parce qu'il a vu la terre se travailler, qu'il a lui-même travaillé la terre. Il sait ce que c'est que d'arracher à cette terre pauvre du Morvan les fruits de la terre. On raconte qu'il jouait avec les petits paysans, et même ici, et que lui, il avait des chaussures, alors que les autres étaient dans leurs blouses et pieds nus dans leurs sabots. Il dit du reste, je suis né un gentilhomme pauvre, mais ça a été compensé par un grand cœur. Et je trouve que j'aime beaucoup cette phrase de Vauban. Je pense que c'est pour ça qu'il a toujours eu le sens du bien-être des gens, parce qu'il a vécu avec des gens pauvres. Par contre, il est clair que c'est les cousins, d'un château à l'autre, qui, à ce moment-là, dans toute éducation d'un jeune noble, apprennent à tirer à l'arc, apprennent à tirer l'épée, apprennent à certain nombre. Je pense que c'est plutôt les cousins qui l'ont formé à la fois aux disciplines de l'équitation et aux disciplines des armes. Le rudiment qu'un jeune noble devait avoir, ce qui le différenciait des paysans. Et afin de parfaire son éducation, Sébastien est envoyé auprès d'un oncle dans la petite ville fortifiée de Montréal. Il a été élevé par un abbé qui lui a appris l'art des mathématiques, de la géométrie. On apprend les mathématiques, on apprend la géométrie en prenant des exemples qui sont militaires. Donc les gamins, à l'école, lorsqu'ils font des devoirs de géométrie, c'est des applications déjà d'installer un canon qui va tirer sur tel angle, telle distance, etc. Il est formé déjà à l'exercice du dessin de fortification, du dessin de géométrie, mais très vite, du dessin de fortification. Et c'est finalement ce côté technique de la guerre qui l'intéresse très vite. C'est vrai que Montréal et Semur-en-Auxois sont des villes fortifiées. Ce sont des villes qui ont eu des remparts au Moyen-Âge, dont il reste beaucoup de remparts. Donc, au fond, Vauban, non seulement va apprendre la mathématique et la fortification, mais il va vivre dedans. Il va vivre dedans, il sait ce que c'est qu'une fortification, qu'un rempart, etc. D'ailleurs, les bons pères ne se privent pas de lui montrer des exemples de ce qu'il reste des fortifications de Montréal et de Semur.
ce jour d'avril 1651, la noblesse du Morvan est en ébullition. Une fête se prépare au château de Vésigneux. Le gouverneur de la province est attendu, qui n'est autre que le prince de Condé, proche cousin du jeune roi Louis XIV. À 30 ans, Condé est un homme de guerre. Il a un profil avec un nez bourbonien, on a dit un profil d'aigle. Il apparaît avec tout son équipage, avec son chapeau, son panache. Il a gagné beaucoup de batailles. Pour les nobles de la région, c'est un grand de l'État. Vauban aspire au métier des armes, donc rencontrer Condé, pour lui, c'est avoir le meilleur des sésames pour rentrer dans la vie militaire. Vauban, qui arrive à Vésigneux, est un jeune adolescent, 17 ans. Il est en pleine forme, en pleine santé, très solide. Condé, qui a un œil acéré, jauge d'un seul coup d'œil Vauban et voit en lui une recrue potentielle et il l'accepte et le nomme cadet dans son régiment immédiatement. Et bien sûr, Vauban s'engage sans réserve pour ce prince et pour le roi. Il quitte son pays, c'est l'aventure. Il va voler de ses propres ailes. D'ailleurs, il va changer de nom. Il va se faire appeler Vauban et pas le prêtre. Ce qui, pour un soldat, n'est pas forcément la meilleure appellation. Vauban, ça sonne bien, c'est court. Il est entré dans l'armée de Condé. C'est la fin de l'adolescence, c'est le commencement de la vie, c'est le tremplin. Il a sa chance. Il sait que tout va dépendre de son mérite. Pour comprendre ce que le Grand Condé représente aux yeux du jeune Vauban, il faut se rendre au château du Prince, à Chantilly, près de Paris. Un véritable temple à sa gloire militaire. Nous entrons ici dans la galerie des batailles du château de Chantilly, qui célèbre toutes les victoires du Grand Condé. Ça commence en 1643, dans cette bataille de Rocroi qui va sauver le royaume du jeune Louis XIV dans les Ardennes face aux troupes espagnoles. C'est toute cette épopée condéenne qui, de tableau en tableau, dans le sens des aiguilles d'une montre, peut être lue dans cette galerie. Le prince de Condé préfère par-dessus tout la bataille, parce que ce n'est pas un prince qui est très patient, ce n'est pas un prince qui est un grand tacticien sur le long terme, au contraire, c'est le nouvel Alexandre, c'est celui qui veut foncer l'épée à la main sur les colonnes ennemies. C'est une guerre baroque, c'est une guerre chevaleresque, pleine d'audace. On sait que durant sa carrière, il va avoir 5 chevaux qui vont mourir sous lui, il va recevoir 6 blessures. C'est cet instinct guerrier qu'il habite qui le fait changer de stratégie du tout au tout très rapidement, selon l'évolution de la bataille. Et c'est ce qu'on va voir à Rocroi. On voit au premier plan le Grand Condé, sur son cheval blanc, en position de commandement, en train de décider finalement ce retournement de situation qui va aboutir à la victoire. Ce contournement par la cavalerie française des armées espagnoles qui va les prendre par surprise et aboutir à la victoire avec beaucoup d'éclat du Grand Condé. Au moment où Vauban rejoint l'armée de Condé, on est en pleine fronde. Le prince est en guerre contre Mazarin, premier ministre du jeune Louis XIV, dont il rêve de prendre la place. Aussi, c'est finalement face aux troupes du roi que Vauban connaît son baptême du feu, à Sainte-Menehould, dans l'Argonne. Et là, il va s'illustrer par un acte de bravoure qui consiste tout simplement à traverser à la nage la rivière l'Aisne, sous le feu nourri des ennemis. Qu'on va signaler au Grand Condé ce grand fait d'armes, et ça va plaire au prince de Condé. Je pense que Vauban a tout de suite l'impulsion, en quelque sorte, du combat. Il veut absolument manifester avec éclat sa bravoure, et ça sera aussi dans l'ADN de Vauban. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, Vauban veut être pratiquement toujours au premier rang. Au fil de la fronde, le prince de Condé se radicalise, au point de s'allier à l'ennemi contre son cousin Louis XIV. Pour le jeune Vauban, cette situation n'est pas acceptable. Vauban a 20 ans, il est cavalier à ce moment-là dans les troupes de Condé. Et à un moment donné, il se fait surprendre, 3 de ses camarades sont faits prisonniers immédiatement, et lui s'enfuit dans un chemin creux où là, il sera à armes égales puisqu'on ne peut pas l'entourer. Et c'est là que Vauban se retourne, sort son pistolet et dit qu'il est tout à fait prêt à se rendre, mais qu'il veut en quelque sorte se rendre avec les honneurs de la guerre, qu'il veut qu'il ait un traitement honorable. Et il fait le retour dans le camp, non pas comme ses 3 camarades prisonniers qui sont enchaînés, mais sur sa monture avec ses armes.
Alors évidemment, on regarde, c'est un phénomène. C'est à ce moment-là que Vauban, donc, changeant complètement de camp, va rencontrer le cardinal Mazarin qui mène une guerre contre le prince de Condé. C'est la fin de la Fronde. Vauban retourne dans le camp des royaux. Il va être intégré par le maréchal de la Ferté dans un régiment des troupes royales. Et à partir de cet instant-là, Vauban va être entièrement dévoué, jusqu'à sa mort, à Louis XIV. Voilà Vauban au service du roi. Pour un jeune gentilhomme, le rêve est de servir dans la cavalerie ou dans l'infanterie. Pourtant, c'est vers le métier d'ingénieur militaire que s'oriente le jeune Sébastien. Alors, il est nommé ingénieur du roi en 1655, ingénieur ordinaire du roi. L'ingénieur, c'est presque un travailleur manuel. Et pour la haute noblesse, être ingénieur, c'est s'occuper finalement des terrassiers, faire des tranchées. Un ingénieur ordinaire du roi, c'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études. Il n'y a pas d'école d'ingénieur à ce moment-là. On apprend sur le terrain, on se forme avec les anciens, sous l'autorité d'un responsable qui va être le chevalier de Clerville, commissaire général des fortifications. Le chevalier de Clerville, c'est vraiment le mentor de Vauban. C'est lui qui l'initie, qui le conduit de ville en ville pour examiner les forteresses. Peu à peu, il va s'imprégner de ce métier. Parmi les nombreux combats auxquels participe Vauban, le siège de Montmédy en Lorraine contre les troupes espagnoles est de ceux qui vont le marquer au fer rouge. Au printemps 1657, il fait partie des troupes d'assaut, sous les ordres du chevalier de Clerville, avec 3 autres ingénieurs militaires. Dans cette petite place forte vivent un peu plus d'une centaine de familles. Et il y a une garnison d'environ 500 soldats professionnels. On décide de rassembler une armée de siège conséquente qui doit être au moins, selon les ratios de l'époque, 10 fois supérieure aux défenseurs. 10 à 13 000 hommes, 3 000 cavaliers et 10 000 fantassins. Et une dizaine de jours plus tard, on ouvre la tranchée de 2 côtés, avec des batteries de canons qui sont installées notamment pour tirer sur une extrémité de la ville. Et on lance des assauts qui sont repoussés furieusement par les défenseurs qui sont en position de commandement puisqu'ils sont plus hauts. Les attaques ont été d'autant moins efficaces que les défenseurs pouvaient leur lancer tout ce qui leur tombait sur la main pratiquement. Les femmes jetaient de l'eau bouillante. Quand on attaquait un bastion, les défenseurs jetaient des espèces de grands tonneaux de fer forgé creux remplis de matière incendiaire pour faire exploser les mines ou les tranchées assaillantes. Vauban est dans la tranchée, dans la boue, il est avec ceux qui sont en tête. D'ailleurs, il est blessé plusieurs fois, il prend des balles dans sa casaque, il en prend dans sa cuirasse. Par chance, il n'y aura jamais d'eau brisée, comme il dit lui-même. Mais il court des risques énormes. Les ingénieurs, au début du siège, il y en avait 4. Au bout d'une semaine, il y en avait 3 de morts. Le seul survivant, c'était Vauban, qui a tenu jusqu'au bout, lui, en étant blessé 2 fois. Les officiers généraux dirigeaient eux-mêmes les attaques. On a attaqué de 3 côtés à la fois, on a dispersé les forces, on a lancé les troupes à l'assaut sans que les tranchées arrivent vraiment au pied des murailles. On n'avait pas suffisamment canonné les dessus des remparts pour neutraliser les défenseurs. Montmédy, petite place espagnole, 700 défenseurs. En face, une armée de 10 000 personnes, un siège qui va durer 48 jours, je crois, et faire des centaines et des centaines de morts chez les assaillants. C'est une boucherie. Et la réaction de Vauban, c'est plus jamais ça. Et là, il y a un écœurement de la part de Vauban. Mais c'est pas possible, on ne peut pas mener un siège de cette façon-là. Il y a une manière rationnelle de conduire des sièges et il faut essayer de l'appliquer constamment et essayer de perfectionner cet art pour éviter justement les morts, essayer de préserver au maximum la vie humaine. Vauban devient le grand Vauban à Montmédy, parce que c'est là qu'il comprend tout. Il ne pourra
s'en sortir dans ce qu'il pense être le métier d'ingénieur que s'il est capable de prouver que c'est lui qui a raison. C'est-à-dire qu'en définitive, si on l'écoute et si on remue de la terre, le siège sera plus court et coûtera moins de sang. Mais à l'époque, il est vrai aussi que la noblesse d'épée aime faire couler le sang, surtout quand ce n'est pas le sien. Pour l'ingénieur, le temps de l'apprentissage est terminé. Il est apte à fortifier les places comme à diriger les sièges. Il peut maintenant mettre en pratique les idées nouvelles qui vont faire sa réputation. Et voilà, Pierre, je vous la rends. C'est monsieur Stéphane. Allez, vas-y, va prendre ton bain. Nous nous trouvons ici dans une partie du château habituellement fermée au public. C'est la cour des communs. À partir de 1680, Monsieur de Vauban, nommé par Louis XIV commissaire général des fortifications, aménage à Bazoches un second bureau d'études en plus de celui qu'il possède dans la citadelle de Lille, dont il est le gouverneur. L'impressionnant bassin à côté de moi s'appelle un pédiluve. Et comme vous pouvez le voir, il sert à baigner les pieds des chevaux pour les détendre après leur chevauchée. Sous Louis XIV, les liaisons d'un point à un autre se font à cheval. C'est pourquoi les écuries de ce côté sont prévues pour abriter une soixantaine de montures et de l'autre côté, en face, ce bâtiment, très caractéristique du style de Vauban, sert de caserne à la petite troupe d'estafettes qui porte les plans de l'ingénieur vers la centaine de chantiers qu'il dirige aux quatre coins du royaume. Mais je voudrais maintenant vous montrer, dans l'aile neuve du XVIIe siècle, l'un des endroits les plus spectaculaires du château. Suivez-moi. Lorsqu'il réside à Bazoches, c'est dans cette grande galerie qu'avec son équipe d'ingénieurs et de dessinateurs, Vauban conçoit les plans et maquettes des places fortes destinées à protéger le royaume. L'imposante maquette que vous voyez devant moi, et dont l'original se trouve aux Invalides, à Paris, est un peu son chef-d'œuvre. La place de Neuf-Brisac en Alsace, sur la frontière du Rhin, non loin de Colmar. Devant cette tapisserie des Flandres, on découvre une relique exceptionnelle, la cuirasse et le casque du maréchal de Vauban. Pour les officiers du corps du génie, cette armure est un objet sacré car ils considèrent Vauban comme le fondateur de leur arme. Regardez, on y distingue encore les impacts des coups de mousquet que Vauban a reçus en s'approchant des remparts ennemis lors des 49 sièges auxquels il a participé. Sous le règne de Louis XIV, la guerre occupe une place centrale. Et nul ne connaît mieux ces réalités, souvent cruelles, que Monsieur de Vauban. En 1667, âgé de 34 ans seulement, Vauban s'empare en 9 jours de la place de Lille, jusqu'alors aux mains des Espagnols. Ce fait d'armes le fait remarquer du marquis de Louvois, ministre de la guerre, qui devient désormais son protecteur. Il est très difficile de réussir si on n'appartient pas à un clan. Comme l'État n'a pas de structure administrative très solide, tous ces mécanismes de clans, de clientèle jouent un rôle absolument essentiel. On appartient à quelqu'un, on est son client, sa créature, on est son domestique. Et Vauban lui-même dira qu'il est la créature de Louvois. C'est vraiment de son intérêt aussi, parce que toutes les grandes citadelles se trouvent dans le domaine particulier de ce secrétaire d'État. Et lorsqu'il s'agit de reconstruire la citadelle de Lille, c'est tout naturellement Vauban, avec l'appui de Louvois, qui est choisi pour diriger les travaux. Le chantier de la citadelle est un chantier vraiment pharaonique. Et il faut imaginer, donc le terrain est plein, il est marécageux, il faut l'assécher. Au début, 400 ouvriers, puis 2000, avec les moyens de l'époque, très rustiques. Alors pour cela, on utilise souvent la troupe, les régiments qui sont stationnés sur place, et aussi les corvées de paysans. On peut se retrouver réquisitionné, forcé de travailler soit aux fortifications, soit à l'établissement d'ouvrages de guerre.
Sur la phase de terrassement, on va mobiliser 1 million de mètres cubes de terre. C'est 15 mètres de rempart en hauteur, 25 mètres de large, 2700 mètres de périmétrie. Et on va creuser cette terre pour créer aussi le système de douve pour pouvoir et donc amener l'eau. Réalisé à l'époque, le plan relief de la citadelle, maquette très précise de bois, de soie et de papier, qui faisait 48 mètres carrés à l'origine, permet de comprendre le système défensif imaginé par Vauban. Alors la fortification de Vauban, c'est une conception militaire quasi révolutionnaire parce que les grandes murailles des châteaux forts petit à petit s'abaissent pour justement se tapir dans la géographie de la ville, ici à Lille. La citadelle de Lille, elle est cachée par un système de défense qui s'est voulu tout à fait géométrique. On a une étoile souvent dans le paysage, quelque chose d'assez stellaire. Le principe de l'architecture militaire en étoile qui permet de tirer sur des assaillants de tous les côtés, ça ne date pas de Vauban, ça date de bien avant, mais Vauban amène la chose à un progrès considérable en organisant de plus en plus un système de bastions très avancé qui font que l'ennemi s'épuise sur des premières défenses. Et ce sont ces pointes défensives qui vont permettre de prendre en tenaille, sous le feu des tirs, les troupes s'avançant jusqu'à la citadelle. Vauban va surveiller très très étroitement, avec ses ingénieurs, la construction de cette citadelle qui sera la reine des citadelles, comme il le dira lui-même. Vauban a le souci du détail. Il s'intéresse donc non seulement à la conception générale d'un ouvrage, mais il s'intéresse aussi aux matériaux. On va construire 4 fours à briques sur place. Donc il y a en tout 60 millions de briques, à peu près. 3 300 000 parpaings de pierre blanche. Comme il a l'habitude de tout chiffrer, il ne faudrait pas qu'il y ait une baisse de rendement due à la fatigue ou au désintérêt des ouvriers. Il faut que les ouvriers y trouvent leur avantage. Donc ils sont rémunérés, mais ils savent aussi qu'ils ont droit au repos dominical, ce qui n'est pas rien. Ils sont bien nourris. Et notamment, là, on a l'utilisation bien française du vin. Vauban soigne effectivement les gens qui travaillent pour lui, tout simplement parce qu'il veut qu'ils puissent travailler durablement. Vauban va aussi développer le principe d'inondation défensive. C'est-à-dire qu'en 48 heures, le système des écluses va permettre d'inonder le pourtour de la ville. Et cette inondation va suffire à ralentir, voire à stopper les troupes ennemies. Vauban va avoir des rapports très étroits avec Louvois. Il est obligé de lui écrire 1 à 2 fois par jour. Louvois a absolument besoin de ce second qui l'aide et qui est l'œil du maître. Finalement, bon, le maître, c'est lui, mais Vauban, c'est le spécialiste. Louvois a son franc-parler et parfois il est vraiment brutal, méprisant même. Il a une ironie écrasante. Il lui donne des ordres, il va presque jusqu'à l'insulter. Et Vauban lui répond de même. C'est-à-dire que parfois, sa plume peut aussi déraper. Mais les deux hommes apprennent au fil des années à se connaître, à s'apprécier, à savoir que l'un et l'autre, ils travaillent pour le roi et ils travaillent pour la France. La porte royale, elle porte vraiment bien son nom. Elle est tout entière dédiée à la gloire du roi Louis XIV, avec les armes de couleur du roi, les fleurs de lys, la couronne. On a des trophées pris à l'ennemi dans une symbolisation romaine pour montrer la splendeur et la capacité du roi de France à réaliser de belles œuvres. Les travaux vont commencer fin décembre 1667 et la citadelle sera opérationnelle, donc à peine 2 ans et demi après le début des travaux. Alors que la guerre s'apprête à reprendre contre la Hollande, Louvois demande à Vauban de bien vouloir coucher sur le papier ses idées novatrices sur la prise des villes. Ce qui est remarquable, c'est de voir la façon dont Vauban a concentré toute son expérience pour en faire une suite d'opérations et qu'il illustre par des plans. C'est un travail de standardisation, un peu, des opérations de siège qui est propre à Vauban. L'intérêt de cette carte est de représenter le siège de Maastricht en 1673. Au début de juin, les armées françaises investissent la place, donc l'entourent totalement de façon à la couper de l'extérieur.
Le 10 juin, le roi se présente avec la cour et assiste donc à l'ensemble du siège. Vauban est chargé du tracé et de la conduite des tranchées. Cette tranchée attaque le secteur de la porte de Tongres. Et donc à Maastricht, il met en essai pour une première fois une nouvelle méthode avec les tranchées d'approche, la parallèle que Vauban expérimente. Vauban a complètement innové, et innové à partir d'une méthode qui a été mise au point par les Turcs lors du siège de Kandy, qui a duré plus de 25 ans. Un système de tranchées en zigzag, afin d'éviter évidemment le tir en enfilade des assiégés, et aussi des parallèles, une série de 3 parallèles. Ça permet, au moment de l'assaut, de faire sortir de la tranchée des centaines d'hommes à la fois, alors que jusqu'à présent, on avait un système d'entonnoir qui se dirigeait vers le point faible, où les premiers qui entraient se faisaient descendre. Là, on peut attaquer sur un front beaucoup plus large. Le système sera le même pendant la Première Guerre mondiale, quand on sortira des tranchées. La ville va être prise en 13 jours. Chose extraordinaire, et c'est d'ailleurs le terme qu'on trouve dans la Galerie des Glaces sur le tableau qui est consacré à la prise de Maastricht, où il est écrit de façon triomphante, prise en 13 jours, sauf que jamais Vauban n'apparaît évidemment dans ce tableau. On est très frappé par le contraste entre les représentations glorieuses dans les tableaux, les gravures de la guerre. Il y a très peu de sang sur les tableaux, il y a très peu de morts. Montrer la mort est ignoble, enfin, c'est pas concevable. Or, la réalité, c'est une guerre terrible, évidemment, et il y a de la chair à canon. Le soldat de base est vu à l'époque un peu comme négligeable, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer au front, on peut l'envoyer dans une tranchée. S'il meurt, c'est pas grave, il sera remplacé. Pour trouver des soldats, différentes pratiques se mettent en place. La première, c'est d'aller dans les prisons, dans les hospices, ou de récupérer des vagabonds pour les enrôler quasiment de force. La deuxième pratique, c'est ce qu'on appelle le racolage, c'est de faire boire les jeunes hommes et d'attendre qu'ils soient complètement ivres pour qu'ils signent leur engagement. Une autre pratique, c'est de séquestrer des jeunes gens dans des caves, par exemple, et d'attendre que, par dépit, ils signent leur engagement. Vauban est assez critique à l'égard du racolage parce qu'un soldat qui ne gagne pas l'armée du roi par intérêt ou par conviction, forcément, est un soldat qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à déserter. Dans une armée de campagne de taille moyenne, vous avez plus de 3000 chevaux. Vous avez également qui suivent l'armée, des vivandières qui s'occupent du ravitaillement, vous avez des ravaudeuses qui s'occupent de piécer les habits, vous avez des femmes à soldats, vous avez des filles de joie, vous avez parfois des épouses et des enfants qui suivent, et tout se mélange dans la boue, dans la terre. Donc évidemment, l'hygiène, elle est absolument déplorable. Vous avez un grand nombre d'épidémies qui naissent dans les camps, de dysenterie, de syphilis, de petites véroles. On estime que près de 60% des morts pendant la guerre sont dus aux épidémies et seulement 40% au combat et aux suites des combats. L'espérance de vie moyenne des soldats est de 4 ans. Vauban a contracté très jeune des rhumes, des bronchites qui finalement ne l'ont pas quitté pendant toute sa vie. Il tousse beaucoup, il a le nez qui coule, il a des rhumes de cerveau aussi. Il le dit à Louvois, il a la tête prise. Pour lutter contre ce rhume, Louvois lui conseille le quinquina. On en fait venir pour Louis XIV, c'est efficace pour guérir les fièvres. Louvois en a, il dit à Vauban, je vous envoie du quinquina, prenez du quinquina. Mais il semble que Vauban ait préféré le lait d'ânesse. Le lait d'ânesse est un fortifiant remarquable. Il insiste bien sur ces ânesses du Morvan, qui doivent avoir des qualités très particulières. Et lorsqu'il ne peut pas avoir de son lait d'ânesse, il se sent un petit peu affaibli déjà. Avec la guerre de Hollande dans les années 1670, le règne de Louis XIV connaît un tournant. La guerre était synonyme de gloire, elle devient un poids. L'ingénieur du roi ne peut plus se contenter de prendre les villes. Alors que le royaume se transforme en citadelle assiégée, il doit maintenant le doter d'une ceinture de fer. Le royaume de France, c'est comme un vaste champ dont il faut protéger les contours en s'appuyant sur, d'une part, les frontières naturelles, les chaînes de montagne, la mer, et puis quand ces frontières naturelles font défaut, eh bien, il faut d'une certaine façon les constituer par, justement, une double ligne de fortification. Et donc Vauban imagine
un système de 2 lignes de forteresse qui vont s'aider les unes les autres, afin d'éviter évidemment que cette ligne soit enfoncée par les troupes assiégeantes. Et c'est pour ça que son travail va être de borner comme un champ, comme un paysan bornerait son champ par des grosses pierres. Eh bien, les forteresses du royaume, c'est finalement les bornes du champ royaume de Louis XIV. Donc Vauban va travailler sur l'ensemble du royaume simultanément. Toutes les frontières du royaume sont en chantier. Vauban, qui se dit le vagabond du roi, est sans arrêt sur les routes. L'immense force de Vauban, c'est d'être capable d'aller sur le terrain, voir, analyser, dire ce qu'il faut, et avoir conçu un système standard de fortification, de chantier, d'outillage, de façon de procéder, qui permet à d'autres personnes de mettre en application ce que lui aurait fait s'il était resté sur place. Quelqu'un a calculé qu'il a dû parcourir 150 000 kilomètres sur les presque 50 ans de sa carrière, soit à cheval, soit dans des voitures, et éventuellement avec la fameuse basterne. La basterne, c'est donc une litière qui est portée par 2 mules. Ça lui permet de rester au sec, de dessiner, de prendre des notes. Vauban va dans les auberges, il se frotte au peuple. Il a le temps de se rendre compte à la fois de la vie des populations, de la misère de certaines campagnes. Il est aux aguets constamment de la France profonde. À partir de 1683, les côtes françaises, menacées par les flottes hollandaises, puis anglaises, font l'objet des soins attentionnés de Vauban. Très loin de son Morvan natal, le fortificateur se découvre une passion pour la mer. De la citadelle de Belle-Île au fort royal de Saint-Malo, sans oublier le spectaculaire château du Taureau à l'entrée de la baie de Morlaix. Lorsque Vauban vient missionné par Louis XIV, il fait un premier état des lieux du premier fort, qui est beaucoup plus petit, 6,50 m de haut, maçonné à la terre. Et l'objectif, c'est de faire des préconisations, en fait, pour rendre ce fort beaucoup plus robuste. C'est dans une zone qui est couverte de récifs et de rochers, avec juste 2 chenaux qu'il faut connaître pour pouvoir entrer au fond de la baie, là où c'est abrité et où se trouve la ville de Morlaix. Il va réussir à comprendre quels sont les enjeux par rapport au vent, par rapport à la marée, qui dans la baie de Morlaix est très importante, par rapport au courant de marée, et il va intégrer tous ces éléments naturels qui n'appartiennent pas du tout à sa culture pour réussir à faire cette forteresse. Ce qui compte dans la technique de Vauban, c'est son pragmatisme, c'est son adaptation à chaque terrain. Il va édifier un fort avec des canons qui vont verrouiller totalement la baie. On a 2 étages de feu, une batterie basse, des tirs rasants sur le grand chenal, passage obligé pour les grands navires, et une batterie haute avec des tirs à longue portée. L'objectif, cette fois-ci, c'est de ne toucher uniquement la voilure et la mâture des bateaux. De la terrasse de la tour française, on observe sans difficulté l'île de Bas, Roscoff, où du coup on a des batteries complémentaires. Le château du Taureau, c'est la clé de voûte d'un système de défense local. Vauban explique qu'avec 100 hommes ici au château du Taureau, on pourrait faire l'équivalent de 4000 hommes sur la meilleure place forte de France. Fermant le précaré français du côté de la mer, le château du Taureau et l'ensemble du système défensif de Vauban suffiront à décourager toute tentative d'invasion anglaise. Une œuvre que Vauban poursuit à Oléron ou à Rochefort, à Briançon dans les Alpes, comme à Besançon en Franche-Comté, fixant ainsi les contours de notre hexagone. La ceinture de fer a été établie en fait tout au long du règne de Louis XIV, en fonction des différents traités, des guerres. Vauban a participé plus ou moins directement à la reconstruction ou à la construction de plus de 160 places. En fait, il a créé seulement 9 places fortes ex nihilo. À Neubrisach, sur la frontière alsacienne, Vauban, 64 ans, s'offre le plaisir de bâtir une forteresse à partir de rien, qu'il conçoit comme l'aboutissement de son œuvre. Construite en plein champ, la place forte
sert également d'écrin à une ville neuve. Il y a un aspect d'urbaniste que constitue Vauban, presque une ville utopique, un plan géométrique parfait, avec une place centrale au cœur de la ville, une distribution très précise des casernes. Alors les casernes, c'est aussi une nouveauté de Vauban, casernes tout au long des remparts, pour protéger les remparts et protéger aussi les habitants. Des immeubles qui sont construits de façon identique, suivant un plan très précis, avec des caves pour protéger les habitants des bombardements. Donc il y a vraiment une pensée pratique de la ville. Au cœur de la ville, c'est plus l'église, mais la place royale. Là aussi, c'est un changement tout à fait important. Le roi est au cœur de la ville. On voit, je dirais, les capacités techniques de Vauban d'innover et de penser à la vie quotidienne, au-delà même de la guerre. Assurant la stabilité des frontières, la ceinture de fer de Vauban protégera le territoire français de la guerre pendant presque 100 ans. Vauban, même si c'est un paradoxe de le dire, c'est un homme de paix. Bien sûr, il est preneur de villes, bien sûr, il attaque des villes. Mais je pense que son obsession, c'est faire la frontière pour que le royaume soit en paix. Alors, il y aura des forteresses tout au long du royaume, mais à l'intérieur du royaume, eh bien, il y aura la paix civile. Et la paix civile, ça sera la prospérité. Je me trouve ici, au-dessus de la grande galerie du château de Bazoches, dans les combles du château, un endroit qui n'est pas accessible au public et qui, visiblement, n'a pas changé depuis le temps de Monsieur de Vauban. Oh, regardez, c'est tout à fait étonnant. Je me trouve là, sous le toit d'une des tours. Regardez, c'est un ancien colombier. Il y a l'échelle, les niches pour les pigeons. Et il faut dire qu'à l'époque, avoir des pigeons, c'était un privilège seigneurial. D'ailleurs, on voit bien qu'on est ici, dans une maison de la noblesse rurale, bien loin de la cour de Versailles. À Bazoches, l'une des pièces où l'on sent le mieux la présence de Vauban, c'est certainement sa chambre à coucher. Le mobilier que vous voyez dans cette pièce est toujours le même depuis l'époque du maréchal. Ce lit de parade, devant la cheminée un pare-feu et 6 très beaux fauteuils à châssis, c'est-à-dire démontables. Vous voulez une démonstration? Regardez. C'était très pratique pour voyager et pour changer de tissu en fonction des saisons. Ce mobilier, au total, était orné de 80 pièces de tapisserie aux petits points de soie et de laine, entourées d'une garniture qu'on dit à la milanaise en velours. Elle représente des scènes du Moyen-Orient. À l'époque, on les appelait des turqueries et elles étaient très à la mode. Et face au buste du maître de maison par le sculpteur Coesvaux, on découvre un magnifique portrait de Louis XIV à cheval par le peintre Adam Franz van der Meulen. Offert par le souverain lui-même à son fidèle preneur de ville, ce tableau témoigne du lien très particulier qui unissait Vauban à Louis XIV. Le côté touche-à-tout de Vauban n'a pas échappé à Louis XIV. Aussi le roi mobilise-t-il son ingénieur sur l'un des chantiers qui lui tient le plus à cœur. Les jardins de Versailles, dont les fontaines sont un des plus fameux ornements. Le problème des fontaines de Versailles, c'est qu'il faut les alimenter en eau. Lorsqu'elles sont créées, on met au point un système, on fait monter l'eau de la Seine grâce à une machine qu'on pourrait qualifier d'infernale. Les fontainiers courent devant le roi pour ouvrir les robinets les uns après les autres pour qu'il y ait toujours de l'eau là où le roi passe. Ce serait tellement mieux s'il y avait de l'eau en permanence. Et à partir de ce moment-là, germe l'idée de créer un aqueduc qui permette de détourner une partie des eaux de l'Eure. Et faire un canal qui viendrait donc depuis 100 km de Paris jusque Versailles pour alimenter les fontaines. On fait appel aux qualités d'hydraulicien de Vauban. Il a étudié les canalisations des Pays-Bas et Vauban milite pour ce qu'on appelle un aqueduc rampant.
c'est-à-dire des canalisations le long du sol, finalement. Et privilégie plutôt l'efficacité à la grandeur de l'ouvrage. Alors le problème pour Louis XIV, qui est un roi spectacle, c'est que du grand pan, ça se voit pas. Louis XIV a été très impressionné en 1660, lors de son voyage dans le sud de la France, par le pont du Gard. C'est l'apothéose de la construction de l'Empire romain. Et donc, pour la monarchie Louis XIVienne, c'est évidemment un modèle formidable. On va concevoir un viaduc plus haut que les tours de Notre-Dame, sur 3 km de long. Alors Vauban, c'est sûrement rebiffé, on connaît son langage de vérité, cru, direct, franc. Vauban donc argumente et explique le coût que ça va représenter. Sachant que c'est toujours le roi qui tranche et que le roi préfère, en l'occurrence, la grandeur et la magnificence à l'efficacité assurée. Pour couronner le tout, l'aqueduc doit traverser le parc de la seconde épouse du roi, Madame de Maintenon, à quelques centaines de mètres de son château. Les travaux vont durer pratiquement jour et nuit pendant 10 ans. On va mobiliser l'armée pour construire cet aqueduc. C'est un gigantesque chantier. Non seulement il y a l'aqueduc, mais il y a aussi des fosses, il y a ce qu'on appelle des béliers, des siphons à construire. Il y a une grande déforestation, puisque ça va traverser collines, marais. Imaginez 20 000 soldats qui travaillent pour construire ce monument. Mais alors ça a été terrible. Ça a coûté énormément d'argent. Le chantier va coûter 25% du coût total du palais de Versailles sur plus de 20 ans. Et en plus, très vite, des maladies se sont greffées sur le chantier. Les soldats meurent de dysenterie, de fièvre, comme on dit. On décrit des charrettes de cadavres qui quittent le chantier. Enfin, c'est absolument épouvantable. Ce projet d'aqueduc reste inachevé et constitue un échec architectural puisqu'il ne permet pas d'approvisionner en eau Versailles par le détournement de l'Eure. Au lendemain de ce fiasco annoncé, la confiance que le roi Soleil accorde à Vauban demeure plus forte que jamais. Vauban est très sollicité dans des domaines qui ne sont pas des domaines militaires. Je pense par exemple au canal du Midi. Vauban a été commis pour aller l'observer et l'améliorer. Il faut savoir que l'eau, à l'époque, c'est vital pour le commerce, car les routes sont très mauvaises. Et il a proposé d'ailleurs de l'améliorer, puisque le but c'était de faire passer des bateaux de la Méditerranée à l'Atlantique, de relier les deux mers, le canal des deux mers, d'ailleurs c'est son nom. Si on peut relier les canaux entre eux sur la France entière, c'est par exemple le vignoble du sud qui va pouvoir passer dans le nord et le blé du nord qui va pouvoir descendre dans le sud. Et il reconstruit tout le royaume. Donc pour lui, la voie d'eau, c'est la circulation, c'est vital comme la circulation sanguine. Alors qu'il résout le problème des crues qui entravent le fonctionnement du canal, Vauban est témoin du sort réservé aux protestants de la région. Avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ils ont désormais le choix entre la conversion au catholicisme ou l'exil définitif. Une politique qui révulse Vauban dans ses convictions humanistes. Louis XIV commet, j'oserais presque dire, pour Vauban l'irréparable. Vauban va oser écrire à Louis XIV le danger que court le royaume du fait de la révocation de l'édit de Nantes. Ce sera le seul à oser le dire au roi. Il commence de façon très, je dirais presque sirupeuse, dans le style majesté, comme vous avez eu raison d'eux. Mais il décline à ce moment-là que dans toute la région du Val-de-Loire et vers le sud-ouest, il n'y a plus de commerce parce que c'était les protestants, que dans les ports de guerre, les bateaux restent à quai parce que les équipages étaient protestants. On pense effectivement que plusieurs dizaines de milliers, voire peut-être 100 000 protestants ont quitté le royaume. Et surtout, il dit, lorsque maintenant nous faisons la guerre à l'étranger, nous avons en face de nous des militaires et des ingénieurs militaires que j'ai formés. Mes ingénieurs, comme il le dit, mes camarades, mes frères, mes fils, ces ingénieurs qui connaissaient la manière dont Vauban prenait les sièges, eh bien, ce savoir, presque ces mystères de l'État, ces mystères du roi de guerre, passe à l'ennemi. Le roi, il faut qu'il revienne sur cette décision, parce qu'un roi ne peut pas commander aux consciences, et c'est très fort qu'il puisse écrire cela. Il l'envoie à Louvois. Louvois lui dit, mais mon pauvre ami, vous êtes complètement fou. Hein, vous détruisez ça. Le roi n'a jamais lu le mémoire de Vauban. Et pourtant, Vauban a tout fait pour accéder au roi. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une limite à ce dialogue franc de vérité.
C'est alors qu'un événement inattendu vient modifier l'organisation du pouvoir et rapprocher un peu plus Vauban du roi Louis XIV. À la mort de Louvois, Louis XIV écrit sa première lettre directe à Vauban pour lui annoncer la mort du ministre. À partir de cette première lettre, Vauban répond au roi. Ça permet de supprimer l'écran entre Vauban et Louis XIV. Louis XIV est à Versailles et il est un peu, finalement, de plus en plus éloigné du royaume réel. Le roi lui écrit « Dites-moi toujours ce qui vous passe par la tête. Même si je ne vous réponds pas immédiatement, même si je ne suis pas complètement de votre sentiment, il faut m'écrire. » D'une certaine manière, je dirais que Vauban, c'est l'œil du roi, c'est-à-dire celui qui va dans le royaume et qui regarde et qui voit la situation concrète des provinces, des villages, des villes. C'est dans un château peu connu, celui de Rosambeau en Bretagne, que l'on prend la mesure de la diversité des réflexions de l'ingénieur du roi. Protégé par un jardin à la française et les hauts murs de cette vieille demeure appartenant à ses descendants, les papiers de Vauban font partie de ce qui est considéré comme le plus important fonds d'archives privées de France. Nous avons ici un document très particulier, montrant la proximité de Vauban avec le roi Louis XIV. Il s'agit d'une lettre écrite le 29 mai 1692, lors du siège de Namur. Dans cette lettre, Vauban livre ses réflexions au roi. Il sera nécessaire que votre majesté ait la bonté d'ordonner des commissaires et quelques charrois pour faire porter de l'eau aux paysans qui, sans ce petit secours, mourraient de soif ou seraient toujours par voie et par chemin pour en aller chercher. Et, chose assez exceptionnelle, vous avez en marge la réponse de Louis XIV faite à Vauban. J'ai donné tout ce qui sera nécessaire sur les différents terrains. Il y aura des aides de camp et des commissaires chargés de faire ce que vous désirez. Vauban a une pratique de l'écrit. Sur tout ce qu'il fait, il fait des mémoires. Il écrit, il écrit. Vauban a d'abord un grand amour de la France. C'est pas du tout un homme qui voudrait transformer le système politique. Il veut réformer son pays. Par exemple, nous avons dans ce document une réflexion de Vauban sur l'agriculture et l'élevage. Le premier document, intitulé « Mémoire des causes de la cherté des blés et moyens d'y remédier », met en évidence la réflexion de Vauban sur la hausse du prix du blé et des possibilités de pouvoir y remédier. Sur ce document, nous voyons aussi que Vauban s'est intéressé à l'élevage des cochons. Ce document est intitulé « La cochonnerie » et met en évidence le calcul, l'optimisation d'un élevage de cochons au XVIIe siècle. Le document sur la cochonnerie, c'est une idée qu'il a eue lors d'un séjour chez lui. Vauban va être le témoin d'un drame terrible. C'est les années de misère, 1693-1694, où là, à la suite d'un dérèglement climatique, des printemps pourris, des hivers extrêmement rigoureux, la France va connaître une période de famine épouvantable, qui va faire 1 300 000 morts, c'est-à-dire autant que la guerre 14, dans un pays 2 fois moins peuplé. Vauban a imaginé, pour faire barrage à la crise de subsistance qui touche au royaume, eh bien il dit c'est très simple. Il suffit que chaque famille de paysans élève un couple de cochons. L'État investit tant pour offrir 2 cochons à une famille. Un couple de cochons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits cochons. Et il fait des calculs d'arithméticien. Et en 10 ans, il arrive en fait à 6 millions de petits cochons capables de nourrir la population. Voilà ce que ça peut donner 10 ans plus tard. C'est une réflexion qui, pour l'époque, est totalement insensée. Le roi est content de recevoir des mémoires. Parfois, il approuve. D'autres fois, il y a un silence. Donc, Vauban se demande qu'est-ce qui se passe. Il aurait bien aimé. Il n'a pas toujours des retours, c'est évident. Et quand Vauban s'aventure dans des domaines qui ne sont pas les siens, on sait très bien lui rappeler qu'il est là pour s'occuper des citadelles, des sièges. À force de courir le royaume en tous sens, Vauban finit par tomber malade. Pour se remettre sur pied, rien de tel que de revenir dans le Morvan. Et comme souvent, ce séjour dans son pays natal suscite en lui des réflexions qu'il couche rapidement sur le papier.
Vauban a beaucoup de raisons de s'intéresser à Vézelay. À 6 km, il y a le château de Bazoches. À l'époque de Vauban, donc ici, évidemment, il arrive à cheval et le village est riant avec des commerces à gauche, à droite, une population d'environ 1200 habitants qui vaquent à leurs occupations, des commerçants, des marchands de bois et des fermes, puisque ces fermes, il y en avait au moins une dizaine dans Vézelay. Et puis, le reste des bâtiments étaient souvent des caves pour le vin, évidemment. Alors, Vauban est très sensible à l'état des gens, à leur mode de vie, et surtout à trouver les moyens d'augmenter un peu la richesse de ce pays et la richesse des gens. C'est un homme curieux, donc il veut tout savoir, comprendre, voir comment les difficultés naissent, ou au contraire, pourquoi il y a des prospérités qui se développent dans telle et telle région. Il veut tout connaître. La petite cité est aussi le chef-lieu d'un ensemble de 55 villages de la taille d'un de nos cantons. De cette élection de Vézelay, comme on l'appelle, où se trouvent les 6 villages dont il est le seigneur, Vauban se propose de faire une description très précise. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il met tout ça en tableau. C'est-à-dire qu'il crée un tableau très impressionnant avec la liste des villages en abscisse et en ordonnée la caractéristique de chacun de ces villages. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de cochons, combien de vaches, combien de chevaux, combien d'arbres, combien de prés. On a l'impression d'être dans un petit avion qui survolerait les cours de ferme, qui survolerait les champs. On voit absolument tout. Pour chaque village, il décrit donc tout ce qui se passe. Voilà, celui-là, il a des vignes, mais il fait un mauvais vin. Là, il y a de bons rendements. Saint-Père, terroir mêlé qui produit du blé et du vin pour la subsistance de ses habitants et n'a pas grand commerce. Neuffontaine, très médiocre, qui ne produit de blé et de vin que pour nourrir ses habitants. Pierrepertuis, médiocre, produit assez de blé. Il y a quelque peu de bois et de bestiaux. Vézelay, pays rugueux et pierreux, qui ne rapporte que du vin très médiocre et peu de blé. Pour le roi, en regardant ce tableau, il pourra visualiser les potentialités du lieu. Pas simplement pour connaître, c'est ça qui est très nouveau, pour agir. Et c'est là où vraiment Vauban est novateur, puisqu'il s'agit de faire de la politique économique. Ça, personne n'avait l'idée de faire de la politique économique. Il suffit d'étendre à l'échelle du royaume ce système et le roi aura une vision de la totalité de son royaume. Son tableau de base peut servir à comparer les régions entre elles, à déterminer le nombre d'habitants. Ce qu'aujourd'hui on appellerait des data, Vauban invente ça, tout simplement. Inventeur du recensement, Vauban peut aujourd'hui être considéré comme le précurseur de l'INSEE, notre Institut national de la statistique et des études économiques. Le paradoxe, c'est que ce mémoire n'a jamais été publié. Ces réformes n'ont pas été appliquées parce que, d'une certaine façon, il était en avance sur son temps. Et c'est ça le paradoxe. C'est à la fois un homme de l'ancien temps, par ses origines féodales, et c'est un homme du nouveau temps, par ce qu'il annonce du siècle des Lumières. Les canons que vous voyez ici sont un autre témoignage de la confiance que Louis XIV accorde à Vauban. Ils ont été pris à l'ennemi lors des sièges de Philippsbourg et de Frankenthal en 1688. Le grand dauphin, fils de Louis XIV, les a offerts à Vauban en remerciement de l'avoir emmené dans la tranchée afin de l'initier à la guerre. Mais cette pièce ici contient également un autre trésor tout aussi explosif. Regardez. Il est rangé dans ce très beau cabinet en marqueterie. Il s'agit d'une édition très rare, originale, d'une des plus célèbres oisivetés de Vauban, la dîme royale. Ce projet révolutionnaire pour l'époque, car il préfigure un peu notre impôt sur le revenu, a été écrit, ou plutôt dicté, dans un lieu discret qui est un peu le saint des saints de Bazoches, le cabinet du maréchal de Vauban. Avec les années, la guerre pèse de plus en plus lourd sur les finances du roi, tandis que de nombreuses catégories de la population, pas seulement les nobles et le clergé, bénéficient de privilèges et d'exemptions fiscales.
L'essentiel des recettes du trésor royal proviennent de la taille et des aides, 2 impôts acquittés par la paysannerie. Vauban est révolté par cette injustice qui mine l'économie du royaume et pour y remédier, il pense avoir trouvé la solution. Il propose de créer un prélèvement unique, une dîme royale qui serait prise proportionnellement sur tout ce qui porte revenu, y compris donc par le roi lui-même. Dans ce cabinet de travail, admirez au-dessus de la cheminée ce très beau portrait par Mignard d'un autre élève de Vauban dans l'art de prendre les citadelles, le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Et sur les fresques du plafond, eh bien, on peut admirer les oiseaux du Morvan, la pie, le merle, le geai, très loin donc du fracas des champs de bataille. Monsieur de Vauban approche désormais de ses 70 ans. Mais à l'heure où certains rêvent d'une retraite bien méritée, ce diable d'homme est décidé plus que jamais à réformer la France. Déterminé à obtenir la mise en place de sa dîme royale, Vauban n'hésite pas à mettre à profit sa proximité avec le roi pour lui expliquer ses idées. Il va lire son projet. Le roi est très intéressé par cette idée. On le voit plusieurs fois opiner du chef. Il y a eu 3 séances de 2h30 chacune où Vauban a lu à Louis XIV, en tête-à-tête, les passages les plus concrets, faisant mesurer au roi la situation réelle de son royaume, c'est-à-dire la situation de la société vraie, pour reprendre ce terme qui revient sans arrêt chez Vauban. J'ai fort bien remarqué que dans ces derniers temps, près de la 10e partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement. Que des 9 autres parties, il y en a 5 qui ne sont pas en état de faire l'aumône parce qu'eux-mêmes sont réduits, à peu de choses près, à cette malheureuse condition. Il détaille le budget d'un ouvrier agricole. Eh bien, l'ouvrier agricole gagne 190 livres par an. En dehors des impôts et de l'alimentation, il lui reste 15 livres pour le reste. 15 livres, un ouvrier agricole. Vauban a compris que on ne tient pas un peuple, on vit avec un peuple. Si les gens sont misérables, le royaume ne peut plus fonctionner et que ça ne peut aboutir qu'à une révolte un jour ou l'autre. La dîme royale, elle, change complètement la donne. On va supprimer les impôts, tous les impôts, et puis on va mettre une fiscalité unique avec un taux unique entre 5 et 6-7%. Tout le monde, tous les ans, tout le monde paiera l'impôt. Ça sera un impôt qui sera payé en nature, parce que l'économie n'est pas suffisamment monétarisée dans les campagnes. On va prélever la dîme en récolte, le blé, l'avoine, le seigle, le bétail. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus rationnel et qui est d'une rentabilité bien supérieure. Agacé par les conservatismes, Louis XIV n'est pas insensible aux arguments de Vauban. C'est pourquoi il accepte que la dîme royale soit évaluée sur le terrain, en Normandie. Et c'est l'intendant de Caen, Foucault, qui va tenter de prélever la dîme. Le mode de recouvrement de l'impôt est un mode perverti, puisque ce sont les intermédiaires, les traitants, qui en fait font l'avance au roi et ensuite perçoivent des impôts, et perçoivent souvent beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà versé au roi. Et à peu près la moitié de ce qui est prélevé arrive dans les caisses de l'État. Foucault, immédiatement, il dit « mais où je peux entreposer cette dîme en nature que vont amener les paysans. Je ne peux pas construire des granges, donc je considère que c'est impossible d'appliquer la dîme royale. » Et c'est comme ça qu'il a enterré complètement le projet. Donc il y a eu un lobby, si je puis dire, le lobby fisco-financier, qui s'est élevé très fort pour faire que la réforme générale de Vauban ne soit pas appliquée. Au lendemain de cette grave déception, Vauban est élevé par Louis XIV au rang de maréchal de France, la plus haute récompense que puisse espérer un militaire. Vauban est sensible aux honneurs, même s'il fait semblant parfois de les dédaigner, et il est très fier d'être maréchal de France. Toute sa vie, d'une certaine façon, Vauban a aspiré à être maréchal, avoir son bâton de maréchal. Il a 70 ans.
c'est évidemment un âge canonique. C'est une dignité donc, qui confère un statut social. On a une maison militaire, on est invité à Versailles. Il a droit au petit lever du roi, c'est-à-dire entrer dans la chambre du roi avant que tous les courtisans ne soient là, ce qui lui donne un accès direct au roi, à son lever, pour pouvoir effectivement s'entretenir avec lui. C'est un énorme privilège. On doit même quasiment être là en permanence quand le roi se trouve à Versailles, assister au spectacle, au ballet. Le roi l'appelle mon cousin. Donc il y a toute une série de signes qui montrent qu'il est dans l'entourage maintenant immédiat. Là, on est vraiment au sommet. Il ne peut pas aller plus haut, et c'est extraordinaire déjà qu'il y atteigne en étant parti de si bas. Le vieux maréchal, il n'est pas très enthousiaste, il n'aime pas tellement cette vie mondaine. Et le paradoxe, le choc, c'est qu'en devenant maréchal, il perd tout moyen d'action, puisqu'il est à un grade tellement élevé qu'il ne peut plus aller dans les tranchées. C'est vrai qu'à 70 ans, c'est difficile. Non seulement il ne peut plus aller dans les tranchées, mais on ne lui donne plus de siège. Il n'est plus un ingénieur, même un ingénieur supérieur. Il est maréchal de France. Et il a peur que, au fond, ça soit un placard doré. Il est dans un autre statut, et ce statut le ligote, en quelque sorte, l'empêche de s'épanouir. Vauban est d'autant plus déstabilisé qu'à Versailles, les têtes ont changé. C'est désormais un certain Michel Chamillart qui fait fonction de principal ministre. Chamillart, c'est un excellent joueur de billard. Et Louis XIV, qui aime beaucoup jouer au billard, surtout sur la fin de son règne, apprécie beaucoup Chamillart. C'est un bon courtisan, un homme aimable. Oui, alors Chamillart, je ne sais pas s'il est à son bon poste. Il cumule à la fois les finances et la guerre, mais il est spécialiste ni des finances ni de la guerre. Chamillart a le malheur d'avoir un gendre qui est monsieur de la Feuillade, lieutenant général, maréchal de France. Le duc de la Feuillade, c'est lui qui a fait une statue extravagante au cœur de Paris, à la louange de Louis XIV. C'est vraiment la caricature même du courtisan. Ambitieux, présomptueux, qui n'a pas de connaissances militaires bien affirmées, qui prétend mener la guerre de siège mieux que Vauban. Cette nouvelle génération de maréchaux, bien nés, considère que la méthode Vauban, c'est trop long. On veut revenir au panache, à l'attaque brusquée. D'une certaine façon, on retrouve la génération des Condés par toute cette jeunesse qui veut s'illustrer. On sent bien que la statue du commandeur est de plus en plus contestée par les jeunes générations. Et ça, c'est une souffrance pour Vauban. Et le duc de la Feuillade obtient, grâce à Chamillart et à Louis XIV d'ailleurs, la responsabilité du siège de Turin en Italie en 1706. À Turin, la France affronte les troupes du duc de Savoie, allié des Habsbourgs autrichiens. Vauban écrit au roi « Attention, à Turin, je la connais bien, j'y suis allé à plusieurs reprises, c'est une place difficile. Si vous la prenez de la manière dont le maréchal de la Feuillade veut le faire, vous allez à l'échec. » Vauban a donné des instructions bien détaillées. La Feuillade néglige complètement tout cela et il dit « Mais non, j'y arriverai, ne vous inquiétez pas, je sais. » Et il se met à lancer l'assaut à partir de la citadelle, qui est l'endroit le mieux défendu. Et en fait, c'est un siège qui se passe très très mal. Et c'est là que Vauban offre ses services de sauvetage, si je veux dire, de sauveteur. Et ça va pas marcher, c'est-à-dire qu'on va empêcher Vauban d'aller jusqu'à Turin. On maintient la Feuillade, et la Feuillade va se faire tailler en pièces. Et ça va être une défaite cuisante, et Vauban se lamente parce qu'on n'a pas suivi ses conseils. La fin de sa vie est vraiment assombrie par de grandes tristesses, où l'homme de guerre tente à s'effacer, mais je dirais devant un autre homme. Surmontant son amertume, Vauban, qui vient de perdre sa femme, décide alors de revenir à ses chères études. Les 29 mémoires écrits au cours de sa carrière formant un ensemble de 3650 pages qu'il appelle « Ses oisivetés ». Le titre complet, c'est « Oisiveté d'un homme qui n'avait pas grand-chose à faire ». Quand on voit l'application de Vauban et le rythme qu'il a eu toute sa vie, c'est vraiment une trace d'humour. Il est fait maître honnête, c'est son terme, par un secrétaire qui a une très belle calligraphie. Il y a des vignettes, des tableaux, des lettres ornées.
et il fait relier en maroquin rouge. C'est une manière pour Vauban de signer un pacte avec le futur. Il y a là des pensées, il y a là des écrits, il y a là des réformes qui peuvent faire que le royaume du futur soit différent du royaume du présent. C'est pas tant des mémoires pour le roi que des mémoires afin de créer les conditions d'une vie meilleure. Au terme d'une carrière impressionnante, Vauban demeure conscient des souffrances du peuple français et il est décidé à tout faire pour convaincre Louis XIV d'introduire plus de justice dans la fiscalité. C'est un opiniâtre, il est convaincu de la justesse de ses idées. Il faut absolument convaincre autour de lui, convaincre les ministres, revenir à la charge et obtenir l'adhésion du roi et une décision en sa faveur. Finalement, il force les barrages. Publier à ses frais, et ça il faut le faire, publier à ses frais la dîme royale. Il a fait imprimer à Rouen les pages, on en avait à peu près 550 exemplaires. Et avec son carrosse, il est passé par la porte d'entrée de Paris, mais avec les feuilles imprimées dans son carrosse. Les soldats de garde, voyant le carrosse du maréchal de France, ne vont pas évidemment fouiller ce carrosse. Et ces livres, il les a distribués à quelques-uns de ses amis, relations, dont il espérait qu'ils pourraient être des relais auprès du roi. Donc secrétaire d'État et des hommes proches du pouvoir. Donc quelques centaines d'exemplaires ont été diffusés. On se l'arrache, on lui en demande des exemplaires. Vauban n'avait pas du tout l'impression d'outrepasser les ordres du roi, puisqu'il remettait les ouvrages à des amis. Pour lui, il avait fait son devoir. Et à partir de là, c'est un peu la machine infernale. La dîme royale devient publique. Or, la fiscalité appartient à ce qu'on appelle les mystères de l'État. D'une certaine manière, Vauban rend public ce qui jusqu'alors était secret. C'est ça la dîme royale. C'est un boulet de canon, mais un boulet de canon par la plume. Louis XIV ne veut évidemment pas de débat sur la place publique et la façon dont Vauban a procédé déplaît à Louis XIV. Le conseil privé du roi se saisit de l'affaire. Ils ne peuvent pas condamner Vauban, il est trop proche du roi. Donc ils le font condamner sur un prétexte. On va le faire condamner parce qu'il n'a pas payé de taxes pour rentrer dans Paris. C'est futile comme prétexte. L'annonce de la saisie de ces livres va provoquer une sorte de mouvement d'humeur, en disant « Ah, et en plus, ils me font ça ». Il sera très, très affecté par cette décision. Parti se promener au jardin des Tuileries, le maréchal de Vauban, ébranlé au physique comme au moral, finit par prendre froid. Et Vauban, à ce moment-là, va tomber malade assez rapidement. Vauban avait un rhume chronique qu'il promenait constamment, toujours enrhumé, toujours dans un état pituiteux. Il a creusé toute sa vie des tranchées. Il a fait faire des remparts, des douves. Il traîne ça depuis 30 ans et je pense que c'est une maladie professionnelle pour Vauban. Ça prend des proportions un peu inquiétantes. Il tousse de plus en plus. On prévient le roi. Le roi envoie le médecin du dauphin, rien n'y fait. Il tousse de plus en plus, mais je veux dire qu'il ne se voit pas mourir. Il a des problèmes de conscience aussi. Il va même demander à un dominicain de regarder si dans le texte de la dîme royale, il n'y a pas quelque chose de contraire aux idées de l'Église. Il prépare la deuxième édition de la dîme royale. Il est complètement excité par cette idée. De partout arrivent les demandes pour lire l'ouvrage. Il ne renonce pas. Qu'il meurt dans cette effervescence. Quand Louis XIV a appris la mort de Vauban, il en a été très peiné. Je pense que Louis XIV s'est rendu compte de toutes les qualités qu'il perdait en la personne de Vauban, y compris les qualités de réformateur. Donc on est loin de la disgrâce. Louis XIV a bien dit « Je perds un homme affectionné à ma personne et à l'État », mais il n'y a pas eu d'autre hommage, et pourtant il est maréchal. Sa mort est passée presque inaperçue.
Alors Vauban avait demandé à être enterré dans l'église de Bazoches, qu'il avait réaménagée. C'est là où se trouve enterré son fils de 2 mois, le seul fils qu'il a eu. Sa femme aussi a été enterrée là. Il y aura 4000 personnes à son enterrement le 16 avril à Bazoches. Et ça, c'est le vrai bel hommage à Vauban. Pour autant, c'est bien loin de la sobriété de Bazoches, sous le dôme flamboyant des Invalides, que la postérité a placé le cœur de Monsieur de Vauban. Suprême hommage de la nation décidé 100 ans après sa mort, au lendemain de la Révolution, par l'un de ses plus grands admirateurs, l'empereur Napoléon. Serviteur lucide du roi Soleil et prototype de l'honnête homme, le maréchal de Vauban est beaucoup plus que l'architecte à qui la France doit d'admirables fortifications sur ses frontières. Véritable précurseur des Lumières, il demeure à juste titre une figure admirée de notre République et un modèle de citoyen soucieux de servir son pays. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.